Le patron de l'équipementier automobile Faurecia est mon invité ce matin. Bonjour Patrick Koller. Bonjour. C'est officiel depuis hier, PSA Peugeot Citroën rachète Opel Vauxhall. Paradoxalement, est-ce que cette concentration dans le secteur des constructeurs automobiles est de mauvais augure pour vous ou au contraire une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. PSA est notre quatrième client. Et de voir son quatrième client se renforcer, et particulièrement de cette façon, est une bonne nouvelle. Nos clients ont besoin de volume. Ils font face à des alternatives et donc à des besoins d'investissement qui vont croissant et ils ont besoin de volume pour pouvoir amortir ces investissements. Donc c'est une bonne nouvelle. D'autre part, alors que c'est notre quatrième client, nous étions très très peu présents chez Opel et donc ça nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Donc il vous apporte du volume. Absolument. Mais quelque part, de manière générale, au-delà de ce cas-là, lorsque deux constructeurs automobiles se rapprochent, est-ce que ça ne leur donne pas un pouvoir de négociation plus important auprès des équipementiers automobiles, comme vous par exemple ? Non, le fait qu'ils se renforcent augmente leur capacité d'investissement dans l'innovation et ça, c'est plutôt bon pour nous parce que nous sommes partenaires de ces grands clients et qu'ils ont besoin de nous pour faire avancer la voiture de demain et pour faire les bons choix en matière d'innovation pour ces voitures. Alors, on va revenir un peu sur votre activité chez Faurecia. Vous réalisez 28% de votre chiffre d'affaires, en tout cas en 2015, en Amérique du Nord. Lorsque vous voyez l'élection de Donald Trump, qui a fait notamment du Made in America l'une de ses priorités, il veut que les entreprises américaines produisent sur le sol américain. Il s'en est pris notamment aux constructeurs américains comme Ford ou General Motors. Au final, est-ce que vous, en tant qu'équipementier, vous êtes concerné ? Alors nous sommes concernés, bien sûr, parce que nous avons des activités au Mexique, comme tous nos concurrents et tous nos collègues. Ceci dit, nous sommes beaucoup plus agiles que les constructeurs. Nous sommes capables d'ouvrir une usine ou de fermer une usine en 12 mois. Donc nous saurons nous adapter. Nous l'avons fait et nous en avons fait la preuve dans le passé. Donc c'est quelque chose qui fonctionnera. Mon souci numéro un, c'est l'impact que toute cette incertitude peut avoir sur les volumes qui nous impacterait davantage et qui impacterait d'ailleurs la totalité de l'industrie automobile. C'est-à-dire sur les volumes plus précisément ? Sur les achats des clients, donc les ventes de voitures aux États-Unis. C'est-à-dire que vous craignez que sa politique vienne réduire les ventes de voitures américaines ? Absolument. L'incertitude, d'abord, est un des facteurs. Et si les taxes d'importation venaient à pénaliser les ventes des voitures, les simulations montrent que le surcoût pourrait être significatif et pourrait avoir un réel impact sur les volumes. Et sur une entreprise comme Faurecia, vous l'estimez à combien ce risque, cette incertitude due à la politique de Donald Trump ? Alors, pour l'instant, nous avons fait une estimation d'une croissance nulle sur l'année 2017. Si vous regardez les 2 premiers mois, on est à moins 1% en vente par rapport à l'année dernière. J'espère qu'un certain nombre de déclarations qui ont été faites vont se transformer, vont se matérialiser, donc en particulier la relance de l'investissement dans l'infrastructure qui pourrait permettre de compenser quelque peu cette incertitude dont je parlais. Mais globalement, je pense que le marché va se situer aux alentours de 0, peut-être moins 1%. Je ne pense pas que l'impact soit très significatif en 2017. Il risquera davantage d'impacter 2018. Si on revient sur vos résultats financiers au niveau mondial cette fois-ci, en 2016, vous avez publié vos résultats récemment, c'était 18,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance après tout qui était un chiffre d'affaires qui était en légère baisse de 0,3%, alors ça dépend de si on prend croissance organique ou pas, mais le bénéfice, lui, a bondi de 71,5%. Comment on fait comme ça avec une activité quasi constante ou en croissance normale pour augmenter son bénéfice de 70% en un an? Alors la croissance n'était pas très forte, je vous l'accorde, mais elle existait quand même. Elle était de 2,3% par rapport à l'année précédente. Alors comment est-ce qu'on fait pour améliorer ces résultats ? Eh bien d'abord, on investit dans l'exécution. L'exécution chez nous est très importante. Sur la période passée, lorsque vous regardez comparer 2008 avec 2016, nous étions à 77% européens en 2008. Nous ne sommes plus qu'à 50%. Nous avons pratiquement doublé
doublé notre présence aux États-Unis, davantage encore en chiffre d'affaires. Et nous avons cru énormément. Nous sommes passés de 4% de nos ventes en 2008 à 17% de nos ventes en 2016 en Asie. Donc vous voyez que nous avons dû investir massivement dans les différentes régions. Nous sommes maintenant en place, nous sommes là où se fabriquent des voitures au niveau mondial et nous avons les fondations maintenant solides pour pouvoir exécuter au mieux du possible les contrats que nous avons gagnés avec nos clients. Alors dans un article des Échos paru récemment, on parle notamment de la modernisation de vos usines. Aujourd'hui, dans le cadre de cette élection présidentielle, il y a un débat sur les robots, le rôle que jouent les robots dans la création ou la destruction des emplois, notamment dans le secteur industriel. On ne va pas vous demander votre position, bien entendu, mais chez vous, chez Faurecia, dans le secteur de l'équipementier automobile, ces robots contribuent-ils à créer des emplois ou à en réduire? Quels sont leurs impacts? Alors ces robots, ils nous permettent d'être plus compétitifs d'abord. Mais il y a tout à fait des incidences intéressantes lorsque vous regardez la géopolitique ou la géographie. Il y a quelques années, vous vous en souvenez, nous transférions nos outils de production vers les pays bas coût, donc en particulier à l'Est ou au sud de l'Europe, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, avec ces outils digitaux, avec cette transformation digitale, on est capable de conserver en pays à haut coût une activité industrielle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce que vous nous dites, c'est que ça maintient en fait finalement les emplois en France. Ça veut dire, pour une usine donnée, moins d'emplois, c'est vrai, mais une pérennité réelle de notre infrastructure industrielle. Et peut-être même, verrons-nous, si les coûts, en particulier du carbone, la taxe carbone ou les coûts de logistique augmentaient, des usines revenir vers les pays à coûts plus élevés. Et lorsque vous voyez des candidats, ou même Bill Gates qui évoque l'idée d'une taxe robot, alors on ne sait pas sous quelle forme, sous quelle assiette, qu'est-ce que ça vous inspire, une mesure comme ça? Est-ce que ça pourrait prendre du sens dans certains cas, ou est-ce que c'est quelque chose à exclure dans le secteur de l'industrie comme vous, par exemple? Alors je pense que financer l'économie est une question très complexe. Et je crois que c'est très difficile d'estimer la valeur d'une mesure ponctuelle par rapport à l'ensemble de ce financement. Je crois qu'il faudrait vraiment comprendre globalement quelle est la philosophie de financement de notre économie dans le futur. Et je pense qu'il y a plusieurs options possibles. Merci Patrick Koller, je rappelle, président du groupe Faurecia.